Mais avant tout, Monsieur le Ministre, bonjour. Bonjour. Avant tout, parlons de ce qui s'est passé ce week-end à Kinshasa. Parlons de ces inondations. Comment expliquer, pareil, vous direz catastrophe naturelle, mais surtout cette image de Kinshasa sous les eaux, telle une Venise? Est-ce que malgré tout ce qui a été annoncé en termes de travaux des infrastructures, de curage, les jours à venir doivent nous faire craindre la Il y a une responsabilité ici qu'il faut très vite assumer parce que nous connaissons tous le mois de novembre, c'est un des mois le plus arrosé. Parce qu'il y a possibilité aujourd'hui de prédire ce qu'on aura comme quantité d'eau dans la pluviométrie, même si la nature nous réserve des surprises un peu partout. Vous avez vu qu'il y a quelques jours, à Paris notamment, qu'il y a eu aussi des inondations, de grosses pluies. La question, c'est pas les pluies, parce que c'est un phénomène naturel. La question, c'est notre capacité justement à réagir après les dégâts et les catastrophes qui peuvent être consécutives à la tombée de pluie. Et de ce point de vue, on doit l'avouer, on a encore beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire, non pas seulement dans les prismes des dirigeants, qui j'estime que nous avons le plus à faire, particulièrement au niveau de la ville, mais aussi en termes de responsabilité des uns des autres, parce que il y a des phénomènes qui malheureusement reviennent presque chaque année, parce que nous voulons vivre à côté de cours d'eau, sur les lits des rivières qui sont déconseillés, parce que parfois, par nos propres habitudes, nous continuons à jeter des déchets plastiques qui vont boucher les caniveaux, du moins ce qu'il en reste, etc. Je crois qu'ici, c'est un véritable test, parce que on dira à quelque chose malheur est bon. Nous avons vu le pluie d'hier. Malheureusement, il y a un nouveau-né qui est décédé. C'est triste, mais que là, ça doit servir de signal d'alerte. Le gouverneur de la ville, j'ai suivi les communiqués qu'ils en ont fait. J'espère vivement que lui et tous les services habilités, d'abord au niveau de la ville, vont se mobiliser et puis le gouvernement central pourra évidemment venir en appui. Mais la difficulté principale sur ce sujet, cher Christian Nusakweno, disons les choses franchement, c'est qu'on a passé beaucoup de temps sans rien faire pour nous permettre de nettoyer les égouts, de faciliter l'évacuation d'eau, etc. Nous en payons le prix non pas seulement parce que nous sommes inondés, mais aussi sur la détérioration des routes et des voies de circulation. Parler d'alerte, on doit encore parler d'alerte pendant combien de temps? À quand de sérieuses décisions, notamment en termes d'évacuation des habitants près des cours d'eau, en tant qu'évacuation des immondices? C'est vrai qu'il y a quelques efforts faits depuis quelques semaines au niveau des curages des caniveaux, mais on va rester au stade des alertes sans jamais rien faire encore. Non, je crois que là, on a parlé des alertes avant, mais là, il faut considérer qu'il y a un nouveau gouvernement provincial, il faut le mettre devant leurs responsabilités. Leur responsabilité parce que c'est d'abord à leur niveau que toutes ces questions doivent être gérées. Bien au-delà de ce qui a été dit ou des engagements qui ont été pris, il faut faire respecter l'autorité de l'État. La grosse difficulté sur ces sujets, justement, c'est que les gens ont pris des habitudes. Moi, j'habite Bandal et sur les lits de la rivière Makelele, plusieurs fois, on a déménagé des familles, mais les familles reviennent toujours. Et donc, peut-être qu'alors, il faudra plus de fermeté, parce qu'il s'agit ici de protéger des vies humaines et d'agir par prévention. Je pense qu'au niveau du gouvernorat, il y a un travail qui doit être fait dans ce sens et le gouvernement viendra en appui. Et moi, qui vous parle, je suis aussi dans d'autres casquettes élu. Nous allons accompagner ces efforts pour que l'État puisse pleinement jouer son rôle et prévenir des dégâts, évidemment, surtout humains, pour les pluies à venir. Plus de fermeté, certes, Plus de fermeté, oui. Mais aussi des solutions alternatives. Évacuer des personnes près des cours d'eau et les abandonner on ne sait où, c'est pas les abandonner, parce qu'il y a un moment on a déménagé des gens, les amener en Passa, peut-être que il y a toujours des problèmes qui peuvent être liés à l'environnement ou aux habitudes. On préfère rester peut-être plus proche de l'école des enfants. Mais il faut comprendre que dans cette problématique générale, nous tous, nous devons, à certains égards, nous assumer par rapport à notre situation sociale.
moi comme population et moi par rapport à mon devoir d'État de prévenir qu'il n'y ait pas des morts. Parce que chaque mort, pour nous, c'est beaucoup de tristesse et beaucoup de peine. Alors s'il faut prévenir des morts et déménager des populations à Kingasani, il faut peut-être s'assurer que quand ils vont à Kingasani, c'est un exemple, que nous les mettons dans des conditions qui leur permettent de continuer leurs activités quotidiennes et de vivre avec. Ou en ce qui concerne les ordures, excuse-moi Thierry, comme on dit, leur indiquer là où ils doivent les jeter, plutôt que les jeter dans la rivière. Mais ça, sur les solution alternative aussi sur les ordures, sur les ordures, encore une fois, je veux revenir sur la ville, parce que finalement, Christian Dousakweno, c'est quelque peu, j'allais dire les mots gênants, je ne sais pas si c'est vraiment le mot approprié, que nous puissions, nous, à notre niveau, commencer à parler de l'évacuation des ordures. Ça veut dire qu'il y a un véritable problème. Et moi, quand je regarde, moi je suis un élu provincial, quand je regarde, je suis sûr que tous les foyers à Kinshasa, y compris vous et Kambundi, vous payez quelqu'un qui vient évacuer vos poubelles. Aujourd'hui, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire au niveau, non pas d'abord de la ville, mais au niveau de bourgmestre et des communes. Ne fût-ce que pour identifier ceux qui viennent collecter les déchets toutes les semaines, à qui on paye 5 ou 10 dollars. Ces gens-là, quand ils collectent, où est-ce qu'ils vont jeter? Là où ils vont jeter, est-ce que c'est là que cela devrait être jeté? Il y a le centre d'enfouissement des Passas qui était prévu pour. Il y a quelques années, on voyait qu'il y avait des dépôts qui étaient prévus. Je n'en vois plus. Il est important que de ce point de vue, la ville en tout cas, nous dise quelle est la stratégie qu'ils mettent en place pour nous permettre de garantir un bon circuit d'évacuation de nos déchets qui n'arriveront pas à avoir des points finaux, des endroits qui peuvent boucher les caniveaux ou être encore à la base des inondations que nous connaissons dans la ville. Monsieur le ministre, j'ai retenu 2 mots de votre intervention. Vous dites le plus important, c'est la capacité du gouvernement de réagir. Oui, parce qu'on va jamais donner la pluie. Alors que logiquement, et vous avez aussi parlé d'alerte, c'est le deuxième mot qui m'a tiqué. Bien sûr. Je ne sais pas si vous avez besoin de quel genre d'alerte, parce que j'ai ici retrouvé qu'il y a 2 ans, il y avait des mêmes quantités de pluie qui s'étaient abattues sur Kinshasa et qui avaient causé plus de 100 morts dans la capitale. Je me souviens, c'était en 2022. Bien sûr. Et suite à cela, le gouvernement provincial et national s'était réuni. Un train de mesures avait été pris pour que pareille situation, si jamais, puisqu'on ne peut pas arrêter la pluie, revenait, on puisse éviter le pire. Aujourd'hui, en termes de niveau d'eau, en termes d'inondation, heureusement qu'il n'y a pas eu beaucoup de pertes en vies humaines comme en 2022, c'est pratiquement la même chose. Ça veut dire que entre 2022 et aujourd'hui, rien n'a été fait ou presque, alors que vous avez le pouvoir. Non, attention. Il faut pas aller très vite en besogne pour dire que rien n'a été fait. Peut-être qu'il faudra alors avoir une émission plus élaborée avec les experts qui traitent du sujet, notamment au niveau du ministère des ITPR ou de l'Office de voirie et drainage, pour savoir quelles sont les mesures qui ont été prises. Je vous rappelle que c'était un événement qui nous avait beaucoup touché. Nous étions avec le président à New York, à Washington, pour les sommets États-Unis-Afrique, et je me souviens que le président a dû arrêter son séjour pour très vite aller sur place au chevet des familles et voir un peu les dégâts qu'il y avait. C'est pour ça que lorsque je vous parle d'alerte, c'est dans la prévision du mois que nous commençons, le mois de novembre, qui est un mois généralement pluvieux. Et je vous dis, la problématique, elle est globale. Il y a évidemment la part du gouvernement de ce qui doit être fait, mais il y a aussi une part qui doit être faite de ceux qui habitent dans des zones qui jalonnent les vallées ou dans des zones qui sont susceptibles d'être les plus affectées. C'est l'État qui doit le faire. C'est juste ce que je suis en train de dire. C'est l'État qui doit le faire. Et on ne doit pas attendre novembre pour le faire. Mais c'est pour ça que justement, lorsque j'ai commencé ces discussions, j'ai parlé de la ville. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a un effort qu'il faut faire pour savoir quelles sont les mesures qui ont été prises, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui et quels ont été les degrés d'application, parce que nous savons tous identifier plus ou moins les zones les plus dangereuses. La difficulté qu'il y aura, c'est une difficulté liée au fait que pendant des années, on a accumulé des habitudes. C'est ce que je disais tout à l'heure avec Christian Dousakweno. Lorsqu'on va demander à certains compatriotes de quitter leur zone d'habitation sur les lits des rivières, ce sera un problème.
lorsqu'on va les déménager, dans l'hypothèse où il faut trouver un site pour les aménager, on les aménage. Mais au bout des 5 mois, 6 mois, parce qu'il y a peut-être pas toujours les suivis qu'il faut, ils vont revenir. Et quand il pleuvra, parce qu'il pleut chaque année, toutes les saisons, on est toujours assez exposé. C'est pour ça qu'au-delà des solutions conjoncturelles qui doivent être prises rapidement, la ville doit faire une réflexion plus approfondie, évidemment qui améliorera le ministère des ITPR, le ministère des Affaires foncières, le ministère de l'Urbanisme et Habitat, le ministère de l'Aménagement du territoire, pour voir dans quelle mesure on commence à apporter des réponses plus pérennes et plus durables pour ces sujets-là. Ça, c'est pour le premier volet, qui n'était pas, qui est le volet de l'actualité. Alors parlons des 100 jours, encore que le délai soit bien entamé. Le gouvernement est en place, Madame Souminois a pris ses marques, on voit déjà des premières décisions, mais on n'oublie pas que le gouvernement est là et avait défendu devant l'Assemblée nationale le fait qu'ils vont remplir les 6 engagements du président de la République. C'est toujours d'actualité, c'est toujours possible? Mais vous ne pouvez même pas me poser cette question parce que le programme du gouvernement a été calqué pour répondre justement à ses priorités, à ses engagements pris par le président de la République devant le peuple congolais. C'est ce sur quoi nous travaillons matin, midi et soir. Et cette fameuse notion de 100 jours, bon, c'est peut-être pas, à mon avis, les délais qu'il faut pour venir demander un bilan à un gouvernement qui a été à peine installé, parce que 3 mois pour le gouvernement, c'est encore la mise en machine plus ou moins des outils, mais de toute évidence, ici, la vision du président de la République, elle était bien claire, et dès le premier jour, on s'est mis au travail. Que les choses soient claires, ce n'est pas d'un bilan dont je vous parle. Mais c'est des indications que vous voulez avoir. Et si je vous pose la question, c'est justement parce que de ces 3 mois d'acclimatation ou d'installation, vous devriez aujourd'hui être plus à même de pouvoir nous dire si les résultats affichés au départ sont toujours d'actualité. Commençons. Les objectifs affichés au départ, parce que les objectifs, pas les résultats. Les objectifs. Revenir sur les engagements du président de la République, parce que pour nous c'est la boussole. Alors la boussole, parlons-en. Est-ce que la boussole va vraiment nous indiquer le nord? Création d'emplois, 1,5 million d'emplois par an. Je crois que sur ces questions, la première ministre, je l'ai suivie et elle a répondu avec brio d'ailleurs. Thierry Kambundi était sur le plateau. Elle a donné plus ou moins les indications globales de la stratégie du gouvernement pour répondre à ces questions. Ici, vous allez voir que nous sommes un peu dans un contexte, je dirais pas de pyramide renversée, parce que d'après les études qui ont précédé l'élection du président de la République ou la campagne électorale, les premiers besoins de Congolais, c'est l'emploi. Parce que donner plus d'emplois aux Congolais, c'est de répondre à d'autres questions directement parce que les gens ont de l'emploi. Et je pense que de ce point de vue, la première ministre ici à faire, c'était l'emploi, c'était l'amélioration du pouvoir d'achat. C'est en cours. Vous avez vu les mesures, notamment la baisse du prix du carburant. Vous avez vu qu'il y a une dynamique qui a commencé avec les opérateurs et qui va aboutir Monsieur aussi. le ministre, plutôt que de les énumérer, j'aimerais bien que vous puissiez nous laisser vous poser la question de savoir ce qui a été fait. Parce que, bon, on ne va pas revenir sur l'interview avec la première ministre. Ici, pour moi, c'est une boussole. Vous vous êtes vous-même rendu compte que sur la fin de l'interview, elle a elle-même remarqué qu'on était resté sur notre soif. Mais vous resterez définitivement sur votre soif parce que les questions sont vu le multiples. format et la façon dont les choses se sont passées, on n'a pas pu poser tout. Vous voulez l'avoir sur votre plateau? Vous êtes le porte-parole du gouvernement. Allez-y, si vous. Ça peut être les services après-vente, c'est pas mauvais. Nous sommes toujours dans la logique du bilan des 100 premiers jours. Oui. Qu'est-ce que vous avez mis en place comme base, justement, pour réussir ce pari de créer chaque année 1,5 million d'emplois? Écoutez, Thierry, lorsque l'on décide de faire de l'emploi la première priorité de l'action du gouvernement, c'est parce qu'on regarde les chiffres. Regardez la masse des jeunes que nous avons. Regardez les types de réponses qu'il faut leur accorder. Ici, les secteurs qui peuvent donner plus d'emplois dans notre contexte, c'est les secteurs agricoles ou c'est les secteurs des infrastructures parce qu'on peut avoir besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Et de ces points de vue, vous avez vu qu'il y a 2-3 jours, mon collègue, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, a lancé une campagne agricole. Mais sur l'emploi, pour arriver à avoir des chiffres et des statistiques, il y a un travail plus étroit qui est en train d'être fait au niveau notamment de l'ONEM et du ministère du Travail qui pourra effectivement renseigner sur ce qui a été fait. Mais ici, si vous voulez, par exemple, que je vous donne une indication, parce que nous sommes dans un programme de consolidation des acquis, regardez un programme multisectoriel comme le programme de 145 territoires qui mobilise... Qui est au point mort. Non, pas du tout. Qui est au point mort. Qui est au point mort. Pas du tout.
qui est au point mort. La première ministre a reconnu, puisque vous voulez qu'on en parle, elle a reconnu qu'il y a eu des difficultés. Parce que, monsieur le ministre, nous en avons longuement parlé avec elle, du temps où elle fut ministre du Plan. Et toutes les communications du gouvernement affirmaient que les fonds étaient mis à la disposition des agences qui devaient œuvrer sur le terrain. Mais il est anormal qu'aujourd'hui, alors que la première phase devait s'achever en décembre 2023, que presque une année après, on nous dise que la première phase des 145 territoires n'a été réalisée qu'à 30% sur l'ensemble du pays. Attention. Est-ce que les chiffres de 30%, vous les sortez d'où? La première ministre l'a dit dans l'interview. Parce que il faut ici revenir sur d'abord la structuration du projet de manière globale, les objectifs. Moi, je veux vous donner des indications qui sont vérifiables. Ça veut dire que en décembre 2023, nous en étions à presque 800 ou 900 ouvrages prêts. S'il faut prendre le cumul de CFF, du BCECO et du PNUD. Oui, mais c'est là où c'était réalisé. Non, il y a des provinces qui n'ont même pas connu, ou des territoires qui n'ont même pas connu des débuts des travaux. J'en arrive, Thierry. Encore que sur cette question, nous parlons de 145 territoires. Vous savez mieux que moi que tous les territoires ne sont pas logés à la même enseigne. Ici, il y avait des objectifs chiffrés dès le départ. On disait qu'il fallait 2200 ouvrages, à peu près 700 centres de santé, 1200 écoles et à peu près 145 bâtiments administratifs. Et lorsque vous regardez les chiffres qui viennent de BCECO, de CFF, de PNUD, c'est les PNUD d'ailleurs qui étaient le plus en retard par rapport aux objectifs qui étaient convenus en termes de construction des infrastructures. Vous allez voir justement qu'il y a un travail qui a été fait. N'oubliez pas que nous étions dans une période plus ou moins transitoire où il fallait attendre l'arrivée du nouveau gouvernement. Le nouveau gouvernement devait reprendre les choses en main. Moi qui vous parle, je siège dans le CONA et on a eu plusieurs réunions sous la direction du vice-premier ministre, ministre du Plan, Guylaine Yembo, pour voir comment relancer les processus. J'étais avec mon collègue de finance lorsqu'il interrogeait les directeurs généraux du BCECO pour savoir où est-ce qu'il en était par rapport à ses besoins financiers, parce qu'il y a un besoin de continuer à les financer. Donc ici, je peux comprendre que vous dites que les choses ne se font pas de manière optimale telle qu'elle devrait être, je peux le concéder du fait justement du contexte lié à l'installation du gouvernement et tout le reste. Mais ici, il faut regarder les objectifs du projet qui ont commencé et la suite à y réserver. Monsieur le ministre, revenons à la base. Parce que nous avons accompagné, même sur terrain, la réalisation de ce PDL 145 territoires à travers nos tournées, nous Top Congo. Et il n'était même pas question de parler du gouvernement qui devait arriver après les élections. Nous parlons de la première phase qui consistait, s'il vous plaît, la construction des écoles, des hôpitaux et des bureaux, hôpitaux, centres de santé et des bureaux, des bâtiments administratifs. Au terme de cette première phase, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la première ministre chef du gouvernement qui a reconnu qu'il y a eu des soucis qui ont fait que le taux de réalisation sur l'ensemble du territoire ne soit évalué qu'à 30%. Je suis en train de vous dire la même chose. Je suis en train de vous dire la même chose. Encore que si je reste sur les chiffres qui vous ont été avancés par la première. Encore que si nous parlons de 30%, c'est 700 ouvrages. Regardez ce que 700 représente. Je reste sur vos considérations. 30 sur 100, monsieur le ministre. S'il vous plaît. Je vous comprends. Moi, je voudrais savoir pourquoi les 70%, alors que en amont, le gouvernement avait annoncé avec pompe que toutes les agences avaient en main les fonds nécessaires, les 70% n'ont pas été. Alors, cher Thierry, il faut faire attention. Encore que je présume que la PM vous a donné des indications. Ok? Peut-être qu'il faut aller, si vous le souhaitez, on pourra faire l'exercice plus tard, aller spécifiquement agence par agence. Poser la question à monsieur Jean Mabi, où est-ce que vous en êtes, ou à monsieur Lungungu, ou encore à monsieur Damien Mama du PNUD pour savoir où est-ce qu'ils en sont effectivement. Mais il y avait une difficulté, par exemple.
si le BCEAO évoluait plus vite avec les agences locales d'exécution, c'était peut-être pas le cas pour le PNUD, qui avait lui des critères de sélection des ALE un peu plus difficiles que pour les autres. Et il faut pas oublier, cher Thierry, qu'il y a une volonté que nous avions au départ en termes de construction de tous ces sites sur les 145 territoires. N'oubliez pas que le territoire, par exemple, de Songololo, n'éloge pas à la même enseigne que les territoires des d'Ilolo ou que les territoires dans le Grand Équateur ou les territoires d'Irumu par exemple à Bunia. Il y a des difficultés qui sont inhérentes et les trois agences n'ont pas évolué au même rythme. Tout ça, c'était pris en compte dans les études préalables, monsieur le ministre. La question, Thierry, ce n'est même pas parce que vous avez fait des études. Parce que une fois, faire des études, ça vous donne un tableau de bord qui vous renseigne. Mais il y a les conditions. Nous parlions de pluie. Mais il y a des zones qui sont totalement enclavées. Pour faire parvenir des tôles, il faut passer par des rivières. Pour faire parvenir des sacs de ciment. Donc les défis ne sont pas les mêmes pour les 145 territoires. Ici, l'aspect que je voulais faire ressortir, parce que nous parlions d'emploi initialement, c'est les écosystèmes qui ont bougé. Dans tout, c'est pour la première fois dans l'histoire de notre pays que dans tous les 145 territoires, il y a un minimum de 10 millions de dollars qui devraient être dépensés. Imaginez. Qui devrait, mais vous avez vu comment le président a été mis mal à l'aise lors de la campagne électorale. Surtout dans l'espace Grand Équateur où on lui a dit ici vous n'avez même pas conçu des toilettes. C'est pour ça qu'il y avait ne vous y méprenez pas. Nous avions des réunions ou des discussions assez difficiles sur le sujet, notamment sur ce qui concerne les procédures au niveau du PNUD. Parce qu'ils ont des procédures qui veulent que pour recruter un prestataire. Et si vous devez recruter un prestataire dans un territoire de la province de l'Équateur, par exemple, et que sur place, vous n'avez pas des entrepreneurs qui peuvent rapidement répondre aux offres et travailler. Vous voyez que pourquoi vous ne reconnaissez pas que la première phase de ces PDL 145 territoires qui devait coûter un peu plus de 500 millions de dollars, il y avait déjà une polémique autour des fonds, vous vous rappelez les accusations de l'opposition, que cette première phase n'a pas été ce que vous avez prévu qu'elle soit. Écoutez Thierry, en termes de réalisation. S'il vous plaît, si vous voulez que l'on discute bien, il faut qu'on parte sur la même base. Il faut considérer que nous ne sommes pas un gouvernement. Vous avez discuté avec la première. Autour du président, nous ne sommes pas dans une philosophie de démagogie. Lorsqu'il y a des difficultés, on le reconnaît. Dès lors que nous pouvons reconnaître les difficultés qui sont pas parfois ou qui sont pas souvent liées à notre volonté, on le reconnaît, on avance. Ici, il faut reconnaître que c'est un projet innovant qui a commencé, mais qui a eu des difficultés du fait des procédures, du fait qu'il fallait trouver des prestataires sur place, du fait que le pays est enclavé, du fait de ceci ou de cela. Le plus important aujourd'hui, Thierry, ce n'est pas de dire que ceci n'a pas fonctionné. Le plus important, et c'est ce que je vous ai dit, qu'autour du vice-premier ministre, du plan, toutes les agences se réunissent. On s'est dit, ici, il y a moyen de faire ça. Ici, il y a moyen de faire ça. La deuxième phase devait concerner les routes des dessertes agricoles pour lesquelles on devait financer des études et voir comment progresser. Il faut nous concéder le fait que nous avons commencé un projet énorme. Il faut nous reconnaître les difficultés que nous reconnaissons du fait justement de la nature du pays, des besoins de certains territoires. Et donc ici, vous ne pouvez pas remettre en cause notre engagement à avancer et à faire aboutir, et c'est cela le plus important pour les Congolais. Monsieur le ministre, devons-nous aussi vous concéder le fait que les deux premières phases devaient démarrer ensemble, devaient avancer concomitamment, et qu'il est difficile de penser construire des bâtiments sans construire en même temps ou faire en sorte que ce qui tournera à partir autour de ces bâtiments devrait être évacué via les routes de desserte agricole. Il y a eu cette première phase, certes, elle devait être financée par les réserves de change du gouvernement. Elle l'a été, en partie. Mais il y a aussi cette deuxième phase que le gouvernement devait lui-même financer pour... Alors, je crois qu'il serait beaucoup plus intéressant, si vous voulez qu'on parle des mécanismes et des financements des discussions,
d'avoir une conversation avec le ministre des Finances. Parce que il pourra, pour le mieux, vous donner des indications. Mais ici, Christian, vous savez, on a peut-être des besoins qui dépassent 50 000, on doit peut-être faire 90 000 kilomètres de route, ou même plus, pour être sûr qu'on a relié tout le pays. Ici, on a commencé le projet, on devait voir comment le projet s'opérationnalise pour les premiers besoins. Mais que pour la suite, parce qu'au Congo, qu'est-ce que vous voulez, Christian? Tout est urgent, tout est prioritaire. Mais il fallait faire de choix. Il y a des choix qui ont été faits. Moi, j'ai été avec la première ministre à l'époque, ministre du Plan, à Kassenga, où le président de la République a remis une clé. Pour la première fois, les enfants de cette école pouvaient étudier dans une école avec un tableau vert, avec des portes qui pouvaient se fermer et des bancs. C'est les 145 territoires. De quoi on parle? Donc c'est pour vous dire, ici, il y avait dans la structuration de projet des phases qui ont été précédées par des études, parce que les 145 territoires, on en parle depuis janvier 2022, mais les sentiers ne sont devenus vraiment visibles sur le terrain que 6 à 9 mois plus tard, parce que les agences sur lesquelles nous nous sommes appuyés nous ont dit, il y a la volonté politique, c'est sûr, il y a des moyens mis à disposition, c'est sûr, mais une autre, c'est qu'on ne peut pas commencer si on ne fait pas des études. Et c'est ce qui a été fait. Et donc, Christian, il faut reconnaître d'abord ici le caractère innovant du projet, il faut reconnaître les avancées qui ont été enregistrées à des échelles qui sont énormes, mais que pour la suite, il y a besoin de réajuster et nous sommes en phase de réajustement. On parlait, tout cela a démarré du volet emploi, 1,5 million d'emplois par an. Est-ce que ces emplois ne seront, puisque vous les avez cités, que 145 territoires, que campagne agricole, ou c'est ce 1,5 million d'emplois, je termine ma question, monsieur le ministre, si vous permettez, ce 1,5 million d'emplois sera surtout le fait d'attraction économique du gouvernement, de création d'emplois PME, PMI et industriels. L'État veut prendre à sa charge, pour tenir sa promesse, tous ces 6 millions d'emplois sur les 5 ans? Non, Christian, d'abord, ne nous empêchez pas d'avoir de l'ambition. Ok? Lorsqu'on parle d'emploi, il existe évidemment un taux qui est bas des emplois formels. Mais je peux vous donner des exemples. Aujourd'hui, il y a un effort qui doit être fait au niveau du gouvernement pour arriver à dénombrer les nombres d'emplois. Vous deux, au-delà du fait que vous êtes patron de Top Congo et rédacteur en chef, je présume que M. Thierry Kambundi doit payer au moins 5 personnes. Lui. Vous, peut-être plus, parce que vous avez sûrement un chauffeur. Vous avez sûrement un cuisinier, vous avez sûrement un lavandier, vous avez sûrement un jardinier. On peut considérer que ces gens travaillent ou pas. Parce que lorsqu'on donne des indications en termes d'emploi, ça ne concerne pas que le public. Et donc, vous voyez qu'il y a des niches pour lesquelles il faut peut-être faire un travail plus fouillé pour voir dans quelle mesure on peut commencer à les recenser et regarder. Oui, mais Christian, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Je vous ai dit tout à l'heure, ne nous empêchez pas d'avoir l'ambition. Ce n'est que non, s'il vous plaît. Encore qu'il faut que ces ambitions soient réalistes. Non. Nos questions, c'est sur le réalisme de ces ambitions. Ne m'éloignez pas de mon argumentaire. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de ces emplois, je vous ai déjà donné 2 exemples. À vous deux, déjà, on peut trouver 10 emplois autour de vous deux. Je ne compte pas ceux qui sont vos dépendants. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui doit être fait en termes d'enregistrement de ce qui s'est fait ou de comptabilité de ce qu'il y a déjà actuellement, mais aussi voir tous les grands projets qui suivent. On construit des rocades, on construit les 145 territoires, j'ai donné des indications, mais tous ces projets qui bénéficient des financements, par exemple la RSP et tous ces projets. Maintenant, il y a un travail systématique qui doit être fait au niveau du ministère du Travail et de l'Office national de l'emploi pour suivre tout ce qui s'est fait, pour être en mesure, le moment venu, de vous dire sur l'ambition de tel, on a pu enregistrer tel nombre de travail qui ont été créés durant cette période. On doit clôturer ce volet emploi. Ma question était, ce 1,5 million d'emplois ne sera généré que par l'État ou aussi par le privé? Si par le privé, qu'en attendez-vous? Comment cela va-t-il se passer? Et de quel privé parlons-nous? Non, Christian, ici, dans ces privés-là, on peut parler de vous aussi, parce que vous êtes des privés. Il faut considérer que les objectifs qui sont donnés, c'est pour le pays. Et dans les pays
Il y a évidemment la part de l'État, parce que l'État, il y a l'administration et tout ce qui travaille pour l'État, mais il y a le privé. Ne vous y méprenez pas. L'Occident a été construit où il y a des privés qui emploient presque, en tout cas, je crois que c'est les secteurs privés qui emploient plus que les secteurs publics. Dispositions particulières Justement. sont prises pour Mais lui. c'est pour ça que vous m'avez posé une question, c'est pour ça que je vous réponds. Mais toutes les mesures de facilité qui sont prises, nous les prenons pourquoi? Pourquoi régulièrement il y a un dialogue, des discussions avec la FEC? Parce que c'est nos partenaires. Pourquoi nous venons ici, par exemple, en Belgique? Ou pourquoi le président de la République, lorsqu'il voyage, il parle pour attirer les investisseurs? Parce que lorsque vous recevez des investisseurs, ils viennent créer de l'emploi. Nous, en tant qu'État, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous assurer que nous avons des lois. Nous devons nous assurer que nous donnons des régimes de facilité, que nous facilitons les climats pour ceux qui viennent investir. C'est eux les créateurs d'emplois, mais c'est aussi nous les créateurs d'emplois. Maintenant, au bout du compte, il y a un travail à faire en termes de comptabilité, des emplois qui sont générés. Mais la question, c'est plus d'emplois attendus du côté de l'État ou plus du côté du public? Alors là, je crois que il n'y a pas besoin de singulariser. Ah, il faut absolument. Il n'y a pas besoin de singulariser. Vous le reconnaissiez vous-même. Il n'y a pas besoin de singulariser. Déjà, l'État a des problèmes pour payer ses fonctionnaires, mais surtout, les privés, Des problèmes. Il a souvent de problèmes. On va parler des grèves. On va parler des grèves. Les grèves consistent à voir comment on améliore. Ou comment on paye, parce qu'il y en a qui se plaignent de ne pas être payés. Attention, Christian. Mais on risque de changer de sujet. Je voudrais juste qu'on termine. Qu'est-ce qui est fait pour inciter les privés à plus investir? Aujourd'hui, on parle d'investisseurs étrangers. Vous avez parlé de Bruxelles, mais moi, je vous parle d'investissement intérieur. Qu'est-ce qui est fait pour inciter les Congolais que nous sommes, au jour le jour, à investir plus, à employer plus, pour que l'on atteigne ce 1,5 million d'emplois chargés publics? Et que j'avais déjà commencé à vous répondre. Je peux donner des exemples concrets. Je ne pense pas qu'on a autant créé des structures qui doivent encadrer les jeunes entrepreneurs. Si vous regardez il y a 1 année ou 2 ans, j'ai parrainé où je suivais le projet Transform. On a donné 100 millions de dollars à 1000 jeunes. À peu près 100 000 dollars. C'est beaucoup, n'est-ce pas? Mais si vous regardez à l'échelle du Congo, qu'est-ce que ça représente? Ici, à Bruxelles, je suis avec le ministre de l'Industrie et PME, Louis Watom, et d'ailleurs, à notre retour, nous allons sûrement faire un briefing pour arriver à dire ce qui a été fait. Ici, je vous dis, c'est un travail de comptabilité, parce que ça va nécessiter de faire un suivi étroit pour tous ces projets qui ont été financés. Premièrement. Deuxièmement, mais il y a des opportunités tous les jours. Aujourd'hui, dans les secteurs du digital, dans les secteurs du numérique, les emplois se créent au quotidien. Et donc, tout ça, ça rentre dans le cas de la combinaison des efforts, parce qu'il ne faut pas considérer qu'il y a nous sommes dans un pays qui s'appelle République démocratique du Congo. Les entreprises qui y travaillent bénéficient de lois et de mesures que nous prenons. C'est censé concourir justement au bien-être collectif, parce que plus il y a des Congolais qui travaillent, plus il y a des Congolais qui consomment. Et ici, le plus important, et le président de la République le dit souvent, il parle des millionnaires congolais, il en a parlé dès les premières heures de son arrivée aux responsabilités, parce que l'essentiel ici, c'est d'assurer que nous avons capacité, les Congolais, pour le faire. Il y a des mesures qui ont été prises au gouvernement précédent, dont on parle presque pas, mais vous savez qu'il y a une décision du Conseil des ministres qui prévoit qu'on insère dans le curricula, au niveau universitaire et au niveau des humanités, de cours d'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, c'est une culture. Parce que le Congolais ne peut pas entreprendre, parce qu'il ne sait pas entreprendre. Je n'ai pas dit que le Congolais ne sait pas comprendre. Non, je le prends sur moi. Parce que le Congolais ne sait pas entreprendre, parce que le Congolais n'arrive pas mais parce qu'il y a simplement un besoin de comprendre les b.a.-ba de l'entrepreneuriat, parce qu'il y a un besoin urgent pour un pays aux potentialités énormes comme les nôtres, que nous puissions en apprendre la culture. Ici, nous sommes en Belgique. Vous savez que les Belges d'aujourd'hui n'ont pas le goût du risque qu'avaient les Belges d'hier. Parce que les Belges d'hier ont fait la colonisation de triste mémoire. Ils venaient dans un pays comme le Congo, où il n'y avait pas encore d'avion. Ils mouraient de malaria et d'autres
et d'autres maladies tropicales, mais ils ont pris ce qu'ils ont pris pour construire la Belgique d'aujourd'hui. Les Belges d'aujourd'hui ont moins de risques que leurs aïeux parce qu'est-ce qu'ils font? Ils gèrent l'héritage à travers les services, les banques, les assurances, etc. Alors peut-être que nous, aujourd'hui, les générations des Congolais d'aujourd'hui, c'est les générations qui vont commencer à planter les racines parce que nous allons entrer dans une culture entrepreneuriale. On va travailler en famille. Vous allez voir des établissements créés en 1900 à 1400 ici en Occident, mais chez nous, on n'a pas d'établissement qui... Vous voyez ces types de mesures. Qu'est-ce que ça va induire demain? Ça va induire que les entreprises congolaises seront de plus en plus, auront de plus en plus de marchés, ça veut dire de plus en plus de portefeuilles. Ce n'est qu'une stratégie. Parce que dans tout ce que nous faisons, nous le faisons d'abord pour les Congolais. Pourquoi le terme investisseur? Malheureusement, dans notre contexte, pourquoi les termes investisseurs, lorsqu'on en parle, on pense qu'aux étrangers? Parce que la publicité est plus faite, on en parle plus quand des délégations vont à l'étranger. Au Congo, le point, l'accent n'est pas assez mis sur l'attirance à faire aux investisseurs Alors, locaux. il faut considérer que de ce point de vue, il faut qu'on change aussi des narratifs. Dans le sens où, y compris pour vous, les médias, de parler de plus en plus des investisseurs congolais. Est-ce que parler des investisseurs, Monsieur Kamoundi, vous allez peut-être me corriger si j'ai tort, est-ce qu'on peut parler des investisseurs congolais ou pas? Si on peut en parler. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si on peut parler des investisseurs congolais, alors changeons notre langage. Mais le langage a déjà commencé à changer. Il y a notamment assez régulièrement des initiatives congolaises. Le Makutano, la 10e édition sera ou interviendra au mois de novembre. Est-ce qu'on y mettra autant d'accent, plus d'accent? Est-ce que le gouvernement est prêt à faire beaucoup de bruit pour que cette dynamique congolaise soit appuyée par tous? Les gouvernements le fait toujours, Monsieur Christian Lusakwedo. Combien de fois n'avez-vous pas vu le président de la République participer? Combien de fois vous n'avez pas vu le premier ministre de l'époque, Sam Lukonde, participer? Moi qui vous parle, j'étais avec vous à New York, j'ai participé au Makutano Room à New York. Moi qui vous parle, on contribue pour, ne fût-ce que contribuer à la visibilité du projet, notamment sur les antennes de la télévision nationale. Les premiers supports de Makutano, c'est d'abord les Congolais. Et le gouvernement y apporte sa contribution. Ici, il faut faire attention, Christian. Au-delà de tout ce que nous faisons pour accompagner les initiatives privées, mais c'est les initiatives privées qui doivent être réveillées. Parce que je ne sais pas si c'est du fait de la formation que nous avons reçue à l'école, mais très souvent nous parlions de salubrité en début d'émission. On a toujours pensé peut-être qu'il y a quelqu'un qui doit faire à notre place. Et c'est cette culture qu'il faut changer. Et c'est pour ça qu'on a commencé par donner des indications sur les cours d'entrepreneuriat qui doivent être donnés et que des interpellations ont été faites pour s'assurer que dans le cursus de l'enseignement universitaire, on forme en fonction des exigences de notre marché. C'est comme ça qu'on va commencer les cercles vertueux qui va aboutir à avoir plus de Congolais hommes d'affaires, plus de Congolais qui gagnent de l'argent. Congolais comme on le dit, c'est d'abord le Congolais qui va ranger son pied. Alors, 40 minutes, il nous en reste maximum 20 pour tout terminer. Ça va être court. Économie et protection du pouvoir d'achat. C'est en cours, hein. Je crois que vous avez vu pour la première fois qu'on a baissé les prix du carburant de 500 francs. L'État sera-t-il à même de faire face à la charge conséquente à la baisse du prix des carburants? Oui, bien sûr. Qui n'est pas une baisse du prix des carburants due à baisse du prix du brut. Attention, hein, c'est une décision fiscale. Le gouvernement va payer moins ou va prendre moins ou va accepter de payer plus. Il faut faire attention. Ne nous hasardons pas sur ces terrains parce qu'il y a eu des heures et des heures, des débats et des concertations entre les experts du gouvernement et les groupes des pétroliers producteurs. Et ils se sont réunis ce lundi matin à Kinshasa. Ils se sont réunis à Kinshasa parce qu'il y avait comme des discussions ou rétention de stocks ou pénurie, etc., qui pouvaient être perçues comme si la mesure gouvernementale n'a servi à être les détonateurs pour bloquer l'approvisionnement en carburant. Ce qui n'est pas le cas. C'était dû au manque d'assurance de certains pétroliers par rapport aux engagements pris par le gouvernement. Ici, d'abord, l'effort qui a été fait, au-delà de ce qui peut être dit pour les pétroliers, l'effort qui a été fait au gouvernement, il ne faut pas oublier que le président de la République 3-4 fois. Il est revenu au Conseil de ministres et dans des réunions sur la nécessité pour nous de travailler à baisser les prix du carburant. Je vous épargne du nombre de fois que la première ministre, dans le cadre de la réunion de conjoncture économique, est revenue sur le sujet.
ici, l'effort qui a été fait au niveau de la vice-primature autour du vice-premier ministre Mukoko Daniel, c'est d'abord de regarder quels sont les éléments qui concourent à la fixation du prix du pétrole. Et on a commencé à agir sur certains et à éliminer certains qui ne font plus partie de la structure de prix. Donc, il devrait y avoir une conséquence. Mais là encore, il faut avoir une vigilance parce que nous ne vivons pas en autarcie. Nous regardons la situation en Iran. Et beaucoup justement disent que vous êtes allé trop vite en besogne parce que le conflit au Moyen-Orient risque de provoquer la pénurie du carburant et de faire repartir les prix à la hausse. Ne dites pas que nous ne sommes allés très vite en besogne. Lorsque pour baisser les prix du pétrole, nous avons, déduit certains éléments. En fait, l'État s'est départi de certaines taxes qu'il percevait pour s'assurer que les prix baissent en fonction des discussions qu'ils ont eues. Et donc ici, évidemment, il y a le risque qui pèse dans l'hypothèse où l'Iran est attaqué, mais nous ne sommes pas devant le cas de figure, et la baisse a été faite de 500 francs. Alors, je ne sais pas c'est qu'on sera l'impact, mais je crois que dans les 500 francs, on peut faire des hausses progressives si les circonstances du marché les commandent. Ne nous reprochez pas d'avoir fait cette réduction qui vient se rajouter aux 40% ou presque 50% que l'État prend déjà sur le coût du. Monsieur le ministre, la conséquence attendue par la population avec la baisse du prix du litre du carburant à la pompe, c'est la baisse des prix des biens de première nécessité. En août dernier, le vice-premier ministre de l'économie avait annoncé une série de mesures du gouvernement pour justement alléger la charge sociale de la population. Depuis août jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore senti les effets de ces mesures dans le quotidien des Congolais. Là encore, le carburant a baissé depuis presque 2 semaines. On ne sent toujours pas que... Vous posez une question qui est pertinente. Parce que d'abord, pour ce qui concerne le carburant, il faut regarder, parce que c'est les carburants qu'on utilise dans les transports de marchandises, etc. Il y a forcément une incidence sur le prix. Il faut peut-être que les inspecteurs au niveau du ministère de l'économie qui fassent le calcul et qui estiment que la baisse de 500 francs peut induire la baisse de tel montant sur tel produit, etc. Premier volet. Deuxième volet, c'est ce qui concerne la baisse de prix. Là aussi, l'État s'est départi d'un certain nombre de taxes qui sont payées par les importateurs. Mais il faut savoir, cher Thierry, que les importateurs n'importent pas au jour les jours. Ils importent de stock pour 3 mois, pour 6 mois. Les décrets ont été signés. Il faut voir le moment où les décrets ont été signés, faire l'inventaire de ce qui était disponible, parce que là, il y a encore une conversation à avoir avec les cartels des producteurs, parce qu'ici, et le président de la République l'a dit, on l'a répété, tous ceux qui vont s'évertuer à spéculer ou à continuer des mauvaises pratiques, il y en a qui risquent l'arrestation et d'autres qui risquent l'expulsion. Quand est-ce qu'on peut s'attendre? Ça doit être bien clair. Quand est-ce qu'on peut s'attendre? Je devais donner cette indication, mais que par la suite, en termes de délai, il faut peut-être et sûrement qu'il y ait un travail d'analyse qui a été fait au niveau du ministère de l'économie. Et d'ailleurs, dès mon retour, il faut voir avec le ministère de l'économie comment on peut faire une communication à ces sujets pour donner plus ou moins une indication. Mais d'après des discussions que j'avais avec le vice-premier ministre Mukoko, il m'a dit avoir déjà observé par ses services la baisse d'un certain nombre de prix dans certains supermarchés. Je ne m'hasarderai pas, c'est ce qu'il m'a dit. Mais pour le reste, il faut sûrement attendre l'épuisement de ces stocks-là. Dès que les stocks s'épuisent et que les nouveaux stocks sont importés sous les nouveaux régimes, c'est en ce moment-là que nous pourrons constater la baisse. Le ministre, la protection du pouvoir d'achat des Congolais est également liée à la situation des agents et fonctionnaires de l'État. Bien sûr. Alors, il y a eu la semaine dernière le débat sur la reddition des comptes. Bientôt, il y aura débat sur le budget 2025. Le budget largement revu à la hausse. Mais les fonctionnaires, toujours des problèmes de paiement, toujours des promesses non tenues par le gouvernement. Là, on parle de la grève des enseignants qui, beaucoup n'ont pas encore démarré le cours depuis le 2 septembre. Les médecins viennent de conclure un accord avec le gouvernement, mais il y a encore et régulièrement des agents et fonctionnaires de l'État qui passent nuit à la primature, qui sont dans la rue pour revendiquer. Alors, à quoi bon de parler de hausse du budget,
des recettes de l'État quand on ne sait pas payer les députés provinciaux, les conseils communaux, les médecins, les enseignants. Thierry Kambound, il faut pas mélanger les choses, premièrement. Il faut pas mélanger. Nous sommes dans un cadre évidemment de continuité. Il faut savoir aussi que sur le principal, vous avez suivi le ministre des Finances quand il est arrivé. Il avait pris un engagement ferme en termes de délai, je crois, de paiement de salaire. Premier point. Deuxième point. Il y a une stratégie qui est claire et la première ministre vous en a parlé. Ça veut dire que nous sommes un gouvernement qui est à l'écoute. C'est bon signe. C'est signe de confiance que d'avoir nos partenaires dans les secteurs, dans les différents secteurs revendiqués. C'est bon signe. C'est bon signe que les gens revendiquent. Attention, Thierry. Attention. Ça veut dire que nous sommes dans un contexte où ils savent que lorsqu'ils vont parler, nous avons une maman. Il faut qu'ils parlent. Attention. Il faut qu'ils parlent pour que vous répondiez. Nous sommes dans un contexte général. Attention. Nous sommes dans un contexte général où, en réalité, cher Kamboundi, je ne sais pas combien vous êtes payé sur Top Congo, mais je ne suis pas sûr que ce que vous recevez vous suffit, de manière globale. C'est le contexte général dans les pays. Parce que 18 milliards, on peut en parler. Un pays de 100 millions d'habitants, vous avez 18 milliards. Si on doit repartir de 18 milliards sur 100 millions d'habitants, combien aurons-nous? C'est pour ça que on parle des engagements. Je suis en train d'arriver. Je vais vous aider à y arriver, monsieur le ministre. Non, le gouvernement, si le gouvernement ne peut pas, alors qu'il ne s'engage pas. Vous vous engagez à augmenter les primes, vous vous engagez à améliorer là-bas. Mais il faut que les gens manifestent pour répondre à leur... Attention, dans un contexte démocratique, pourquoi vous pensez forcément que lorsqu'il y a manifestation, que cela doit être compris comme s'il y avait le pire? Nous sommes un gouvernement. Écoutez, cher Thierry. Si les médecins ont passé nuits entières à la primature, c'est pour revendiquer quoi? Un engagement du gouvernement qui n'a pas été tenu. Répondre ou pas? Vous allez me laisser répondre? Je vous en prie. Mais alors, si vous me laissez répondre, soyons méthodiques. D'abord, il ne faut pas considérer que lorsqu'il y a une manifestation, ce qui est le pire. Non. Nous sommes des partenaires. Et nous, s'il y a bien une marque déposée, depuis en tout cas le président Tshisekedi, c'est le dialogue. Parce que vous en avez parlé. Mais dites aussi qu'il y a eu une solution qui a été trouvée samedi. Il y a eu un problème, monsieur le ministre. Non, lorsqu'il y a eu une manifestation, c'est qu'il y a eu un problème en amont. Même les engagements qui ont été pris là, je crois que ça va toucher le T3, mais il y a des choses qui doivent continuer à être faites. Il faut considérer que nous sommes dans un partenariat. Nous sommes dans un partenariat et que l'État qui a la volonté de faire sa part peut parfois buter à des difficultés d'ordre liées à la guerre sécuritaire, à d'autres contraintes. Mais il faut jamais mettre en doute notre volonté. La preuve, les sous-secteurs de l'EPST, on a trouvé la solution. Il y a un cadre permanent qui a été créé par arrêté où les syndicalistes ont la possibilité de suivre avec le gouvernement ce qui a été convenu. La même chose a été faite pour le sous-secteur de l'enseignement supérieur. Ça n'a pas arrêté la grève. Ça, c'est ce que vous dites. Ce cadre-là n'a pas arrêté la grève. Là, je pense que la grève s'est arrêtée. Je pense. Parce qu'il y a eu des discussions, il y a eu des signatures qui ont été faites sous les auspices du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Parce qu'au-delà de tout ce que nous faisons, vous savez, moi, je suis le fruit de mes enseignants, principalement, et de mes professeurs à l'université. Ce sont des hommes qui sont nos héros et pour lesquels nous devons avoir à tout moment un sentiment de respect et de reconnaissance pour le travail patriotique qu'ils font. Malgré les progrès qu'on peut faire sur leurs revenus, ce ne sera peut-être jamais proportionnel au degré des sacrifices qu'ils ont consentis ou qui consentent. C'est pour ça que nous, dans le cas du dialogue qui a été instauré, vous avez par exemple cette semaine, ce week-end, pour terminer les discussions avec les médecins, vous avez des membres du gouvernement qui ont dormi à Bibois. Les syndicalistes, parce qu'il faut discuter, y compris nuit et jour. Je disais que tous ces agents qui travaillent pour l'État, c'est des héros. Parce que même les efforts qui sont faits pour améliorer un tant soit peu dans ce qu'ils reçoivent, c'est pas suffisant par rapport au travail patriotique qu'ils font. Parce que nous tous, il faut qu'on tienne compte de ces efforts que nous devons faire pour assurer l'avenir de nos enfants, pour s'assurer que nos enfants
sont bien soignés. Je voudrais même pas parler des policiers et des militaires, mais il faut considérer qu'au niveau du gouvernement, plus on va mobiliser, mieux ce sera pour les agents et fonctionnaires. Il nous reste très exactement 8 minutes. En 8 minutes, on va devoir tout boucler et on s'arrêtera dans 8 minutes. Accès aux services sociaux de base, on va devoir passer. Un passe aussi sur l'aménagement du territoire. La justice, les états généraux arrivent, on en parle plus tard. Où on commente le fait que certains, même au gouvernement, pensent ou ont dit, je ne veux pas vous demander de trahir le secret des délibérations du Conseil des ministres, que le ministre Moutamba en fait de trop. Écoutez, chacun a son style. Le ministre d'État, ministre Moutamba, a le sien sûrement, mais nous voyons qu'il y a des choses qui bougent. Ça veut dire quoi? Le président de la République s'est beaucoup exprimé sur ces sujets de la justice. Il s'en est plaint. On dit souvent aussi que c'est la justice qui élève une nation. Bon, alors on peut comprendre que les gens ne se sentent pas confortables par rapport aux prises de position radicales du ministre d'État, ministre de la Justice, mais ici il y a une constante. C'est que nous voulons régler les problèmes. Et pour ça, le Premier ministre, je l'ai bien suivi, M. Kambundi, vous a dit que pour ça, il y a une recommandation. Ministère, Conseil supérieur de la magistrature, cassation, tous les acteurs doivent se mettre ensemble pour apporter une thérapie. Ici, c'est pas des solutions conjoncturelles qu'il faut trouver. C'est des solutions structurelles. Et ces solutions ne peuvent pas être trouvées que par une seule institution. Mais il y a déjà eu encore qu'on parle d'un pouvoir qui est distinct. Mais monsieur le ministre, il y a déjà eu les états généraux de la justice en 2015, je crois, sous Thabo Mbeki. Les conclusions de ces états généraux n'ont jamais été... Ceci n'empêche pas cela parce que nous sommes appliqués dans une... Non. Les problématiques évoluent. Si cela requiert la tenue des états généraux encore une nouvelle phase, la question c'est moins la tenue des états généraux, la question c'est des problèmes qu'on veut résoudre. Ce sera aussi l'occasion justement de revenir sur les mesures précédentes, s'assurer de leur degré d'application pour voir si là où ça marchait, comment ça a marché, là où ça marchait, comment ça n'a pas marché. Aménagement du territoire, on n'en parle pas. J'ai dit sécurité, on va en parler un peu plus longuement. Il ne nous reste que 6 minutes. Communication et médias rapidement. Ne nous limitez pas à 6 minutes pour les questions que vous voulez aborder. L'UNPC, ça n'aurait pas de sens. L'UNPC, un nouveau cabinet ou un nouveau bureau. Les choses changent comme vous le vouliez. La loi Mouyaya va pouvoir passer d'application ou ça va être encore plus compliqué et complexe. Les choses changent comme nous les voulions. Ici, je reviens encore sur ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas de réforme qui ne soit l'objet que du gouvernement. Non, pas du tout. Et dans le cas de mon secteur, je me satisfais toujours du fait que nous relevons les défis ensemble. Tenir le congrès de l'UNPC relevé il y a quelques mois, d'un défi impossible. On disait que les journalistes ne s'entendraient pas. On disait que ça fonctionnerait pas. Mais vous avez vu que le pari a été tenu par le sacrifice de tous, y compris des aînés, à qui je rends hommage, les professeurs Malembe, les Kibambi, qui étaient là jusqu'aux premières heures de la nuit pour que nous puissions avoir les comités que nous avons. Maintenant, nous avons des interlocuteurs et nous avons des objectifs qu'il faut relever ensemble. L'implémentation de la loi Mouyaya, mais aussi d'autres questions, salubrité médiatique, parce qu'aujourd'hui, il faut restaurer le prestige du travail du journaliste. Est-ce que c'est possible quand on voit que certains journalistes font leur métier dans les règles de l'art, respectant la déontologie, mais qui sont en compétition, on va le dire entre guillemets, avec ce que certains appellent terroristes du clavier, qui font n'importe quoi, et qui pensent, essayant d'entraîner l'opinion avec eux, que ce sont eux qui sont dans la vérité. Mais non, là, c'est ça justement les défis que nous devons relever. Non pas seulement dans mon secteur, parce que je présume qu'il y en a des faux aussi dans tous les secteurs, dans les droits, etc. Mais le faux journaliste, on sait l'identifier tout de suite parce qu'il parle mal, parce qu'il écrit mal, parce qu'on sait voir que ces informations n'ont pas été vérifiées. Il y a un processus de tri qui s'est fait de manière naturelle par rapport à la qualité du travail qui est pondu. Mais ici, nous en appelons encore à la responsabilité. L'UNPC, que nous avons voulu voir arriver le nouveau comité, c'est le partenaire avec lequel nous allons discuter, y compris pour traiter les questions de dérapage. Parce que dans l'esprit de la loi Mouyaya, la question n'est plus un journaliste lorsqu'il fausse, lorsqu'il s'égare dans l'exercice de ses métiers, c'est de dire
que la personne lésée a la possibilité notamment de faire un droit de réponse qui doit valoir réparation, etc. Mais toutes ces choses doivent être comprises et doivent être appliquées de bonne foi. Parce que malheureusement, j'en conviens avec vous, il y a des gens qui se disent journalistes qui ne mériteraient peut-être pas de l'être au regard de l'exercice qu'ils font de ces métiers. Mais c'est un défi collectif que nous devons relever ensemble dans le cadre de la profession. On va terminer cette émission avec la sécurité. Parlons constitution. Le parti du président de la République, dont est issu le président de la République, appelle à une modification de la Constitution. Au gouvernement, on est aussi dans le même entendement, sachant que on est quand même en état de siège et que la Constitution ne peut pas être modifiée. Je crois qu'il faut éviter de revenir régulièrement tout le temps sur ces débats. Parce que pour nous, ce n'est pas encore une question sur laquelle nous nous penchons. Pas du tout. Parce que nous avons parlé des priorités, des urgences, des engagements du président sur lesquels nous travaillons. Mais il faut aussi observer et concéder à l'UDPS le fait que l'UDPS est resté cohérent dans sa position. Parce qu'en 2006, je pense qu'ils avaient appelé. Par la suite, ils ont manifesté contre la modification de la Constitution. Et vous savez aussi que moi, je suis du Palou. À l'époque, le patriarche nous disait, ce n'est pas cette constitution qu'il nous faut, mais parce que nous devons avancer, nous allons voter pour. Vous dites, ce n'est pas encore le moment. Ici, non. Au gouvernement, ce n'est pas encore. Ça veut dire que ça va venir. Christian Lusakwano qui vous parle a eu l'occasion d'interroger les présidents de la République à ces sujets-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Thierry Kambundi, il faut éviter la mystification de certains sujets. Aujourd'hui, on peut se mettre d'accord. 20 ans après Sun City, où il y avait ces pactes républicains, on se dit, on regarde l'effectivité ou les degrés d'application de la Constitution. Et que si de manière collective, nous convenons que cette Constitution doit être retouchée pour renforcer le rôle de l'État, ou pour avoir un texte qui nous permet de régler des problèmes de Congolais, pourquoi on ne les ferait pas? Vous y réfléchissez, vous l'évoquez au gouvernement, la question, vous en c'est discutez? justement, non, c'est des sujets, comme je l'ai dit, n'est pas à l'ordre du jour au niveau du gouvernement. Quand ça le sera, parce qu'il y a quelque chose que vous devez reconnaître, c'est que vous n'avez jamais eu un gouvernement qui est aussi transparent que le nôtre. Ça le sera, puisque ça le sera. Non, écoutez, parce que c'est un sujet. Parce que nous voulons apporter des solutions. Et si apporter des solutions passe, entre autres, par un débat sur la Constitution, mais ça se fera. En quoi cette Constitution vous bloque par rapport aux solutions apportées à la population? Non, il ne faut pas aller justement sur cette dimension quelque peu superficielle. Parce qu'il y a quand même de vrais problèmes dans la Constitution. Pour vous donner une illustration, on parlait des gratuités dans la Constitution depuis 2006. Le président Tshisekedi, dans son courage et dans sa détermination, a donné une vue 13 ans plus tard. Alors on parle de retenue. Il n'a pas eu besoin d'une modification. Oh non, attention, pardon. Je ne sais pas pourquoi vous évoquez cet exemple, parce que là, il n'a pas eu besoin d'une modification de la Constitution. Continuez dans ce que je vous dis. Aujourd'hui, si on regarde l'application, si on devait strictement appliquer le 40% de retenue à la source, il y a des provinces qui disparaîtraient. Parce qu'il y a des charges, notamment celles liées à l'éducation, à l'agriculture et à la santé, que des provinces entières, dans ce qu'elles produisent, ne peuvent pas supporter. Il y a la caisse de péréquation. Non, la caisse prévue par la même Constitution. Parlons-en. Il faut pas se tromper. La caisse des péréquations parle d'investissement. Pour l'État, un investissement, ça ne concerne pas le charge quotidienne du secteur de l'éducation, de l'agriculture ou de la santé. Donc, il faut éviter d'aller ici, Thierry Kambundi. Il faut que nous soyons froids et d'éviter d'empoisonner un peu le contexte pour lequel nous sommes mobilisés. Christian, dans ce qu'il disait en amont, il a parlé de l'état de siège, qui ne permet pas d'avoir une révision dans ces contextes. C'est que moi je redis et je répète, parce que le président de la République a eu l'occasion d'aborder les sujets. Les moments venus, si nous estimons, nous comme gouvernement, parce qu'il faut lire la Constitution, qui définit ceux qui peuvent être à la base d'une révision de la Constitution. Le moment venu, si nous, comme gouvernement, l'option est levée, mais nous viendrons en parler de la manière la plus transparente. Parce que si la révision doit être faite, et c'est ce que les gens doivent retenir, elle se fera au bénéfice du peuple congolais. Parlons sécurité. Pour terminer, on parlera francophonie, mais ça,
Cela se marie bien dans ce sujet. 4000 hommes du Rwanda acceptés ou assumés en voie de retrait ou d'une étude de plan de retrait. Contradiction avec la ministre des Affaires étrangères. La première déclaration était celle de la première ministre. On en est où exactement? Question, s'il vous plaît. Il faut éviter l'amalgame. Et il faut éviter de plonger dans les jeux des Rwandais, qui sont, et vous le savez mieux que moi, doués dans la manipulation, le mensonge et dans la diffusion des fake news, des mauvaises informations. Le chiffre de 4000 hommes vient d'où? De l'ONU. De l'ONU. Lorsque ma collègue Thérèse et à Luanda discute avec les Rwandais, on s'est mis d'accord sur quoi? On s'est mis d'accord sur un plan de neutralisation et un plan de retrait. Retrait de quoi? Lorsqu'on parle, le Rwanda parle des mesures de défense. Qu'entend-il par mesures de défense? Peut-être que leur ministre des réseaux sociaux s'empressera pour venir répondre à cette question. On est habitué, mais il faudrait pas que nous, on tombe dans les pièges de ceux qui veulent manipuler notre opinion. Ici, nous négocions ou nous discutons à Luanda avec le Rwanda. C'est le Rwanda le problème. Après, on ne peut pas entrer dans des petites polémiques parce que ce que la première ministre a dit, elle a dit, c'est qu'il y a. Ma collègue des affaires étrangères ne peut peut-être pas le dire de cette façon parce qu'elle est diplomate, elle négocie. Mais nous savons aussi, Christian, qu'il y a des militaires rwandais chez nous, ils doivent se retirer. Qu'est-ce qu'on a obtenu à ce stade à Luanda? Écoutez, à ce stade à Luanda, nous sommes dans une phase d'atterrissage, des discussions. Parce que il y a eu un travail qui a été fait au niveau des experts, notamment parce qu'il fallait préparer le plan, d'une part, de neutralisation et d'autre part, un plan de retrait. Maintenant, les deux parties ont versé les éléments au niveau de la médiation et la médiation va faire des propositions aux deux parties à la prochaine réunion ministérielle et qui doit normalement consister à l'approbation du plan opérationnel du CONOPS, pour dire en langage des initiés, et c'est ce qui va précéder, ce qui suivra. Pour l'instant, c'est l'option privilégiée du gouvernement, parce que par le passé, vous insistiez sur les trois options. Mais là, on est focus sur la diplomatie. On fait la guerre sur 5 fronts. Qui certains disent, je crois c'est clause 8, qui disait que la diplomatie c'est la prolongation de la guerre. Nous, on fait la guerre sur 5 fronts. Et c'est dommage qu'on n'ait peut-être pas revenu sur le fait que il y a eu un communiqué de la CPI. Pour la première fois, on va ouvrir 2 enquêtes. On n'en a jamais eu. Le Rwanda n'est pas signataire. Donc... Oui, la question, c'est pas que le Rwanda soit signataire, mais il y a des responsables rwandais et certains Congolais qui sont concernés. Ce sera les Congolais seront condamnés, les Rwandais seront hors de cause. Attention. Parce que sur le sujet, j'ai fait un briefing avec le vice-ministre de contentieux international, justement. La CPI poursuit des individus. Ça veut dire que même s'ils sont protégés chez eux, mais dans les cadres, justement, de statut de Rome, alors les citoyens qui peuvent être épinglés doivent être sûrs qu'ils restent que dans leur pays ou ils voyagent que dans les pays où la CPI ne peut pas produire des effets parce qu'ils courent des risques d'être arrêtés. Ici, c'est un front. Pour vous dire, en fait, front militaire, front diplomatique, front judiciaire, front économique, front médiatique. Et sur chaque front, nous progressons. Et pour vous dire, Thierry, nous gagnerons sur tout le front. Ça prend peut-être du temps, mais cette guerre, nous la gagnerons. Pourquoi j'ai dit ça avec autant de détermination? Vous savez, souvent on dit qu'il y a un complot contre le Congo. Parce qu'on s'explique par le Rwanda, évidemment. Le Rwanda, c'est la pointe de l'iceberg. Il y a tout d'embranchement derrière. La mise en demeure contre Apple est une illustration. Mais Thierry Kambundi, il faut que le Congolais comprenne et retienne ce que je suis en train de dire là, en ce moment. La guerre ici, si vous regardez les circonstances de sa survenue, le président Mobutu y a fait face. Laurent Désiré Kabila y a fait face. Le président Kabila y a fait face. Le président Tshisekedi fait face. Si on n'en finit pas avec le président Tshisekedi,
c'est lui qui lui succédera, il fera face. Parce que c'est le problème du Congo, en réalité. C'est les minerais du Congo. Et donc aujourd'hui, que pour la première fois, nous n'avons jamais eu autant d'investissements pour notre armée. Nous n'avons jamais eu autant d'investissements dans notre diplomatie. Nous n'avons jamais eu autant d'engagement pour la justice. On n'a jamais eu autant d'engagement pour le front économique. Mais tous les Congolais, y compris ceux de l'opposition, parce que j'ai jamais entendu l'un d'entre eux dans l'opposition se réjouir du fait que notre pays soit sous agression, doivent soutenir le président. Ici, je parle du pays, parce que c'est le président qui commande tous les fronts. Et là, nous avons fait des progrès extraordinaires. Soutien en critiquant aussi. Critiquer, c'est aussi soutenir. Donc, ne vous attendez pas à ce que les opposants vous applaudissent alors que... Attention. Moi, je veux bien critiquer, mais il faut regarder la nature de critique que vous faites. D'accord. Sur ces sujets-là, ça concerne. Regardez ici, en Belgique, en France, aux États-Unis, lorsque le pays s'engage contre ceux qui veulent mettre mal l'intégrité territoriale, il y a une unité. Monsieur le ministre, je vous ai posé tout à l'heure la question de savoir si l'option diplomatique aujourd'hui est la priorité des priorités, parce que le gouvernement congolais, en tout cas l'armée, observe le cessez-le-feu depuis. Et d'autres. Parce qu'il ne faut pas s'y tromper. Si les Rwandais ont envoyé jusqu'à 4000 hommes, il faut demander, là-bas, on prive aux gens de faire, y compris les deuils. Justement, la guerre a des coups de part et d'autre. Je voudrais terminer ma question. Aujourd'hui, la priorité, c'est Luanda, parce que les armes se sont tues sur les lignes de... Je peux terminer ma question, s'il vous plaît, monsieur le ministre. Silence, on exploite aussi. Pendant qu'on ne tue plus, on exploite. Justement. Et on parle plus de Luanda que des affrontements, parce que les armes semblent s'être tues sur toutes les lignes de front. Mais vous avez évoqué à raison ici tous les chefs d'État qui ont précédé Félix Tshisekedi et qui ont fait face à cette même agression. Tous ces chefs d'État ont d'une manière ou d'une autre discuté avec les mêmes agresseurs ou signé des accords avec les mêmes agresseurs que ces derniers n'ont pas respectés. Ma question est de savoir, qu'est-ce qui vous garantit que Luanda va définitivement mettre fin Jamais l'un d'eux n'est allé aussi loin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi être allé aussi loin? Ça veut dire quoi? Thierry Kamboudi, en d'autres termes. On parle de la diplomatie. En d'autres termes, non, s'il vous plaît. La diplomatie, j'ai parlé des Clausewitz tout à l'heure, qui disait que ce n'est qu'une prolongation de la guerre. Nous négocions, oui, parce que le coût humanitaire est important. Il y a autant des millions de Congolais qui vivent sous la belle étoile, qui perdent leur vie. Nous devons constamment tenir compte du coût de la vie de nos compatriotes. Et donc, si c'est la solution par la voie par laquelle on peut arriver à la solution qui permette à un seul Congolais de mourir, c'est la voie que nous suivons. Ça veut dire quoi? Ceci ne veut pas dire que nous devons arrêter de travailler à la montée en puissance de notre armée. Vous avez vu d'ailleurs qu'on a lancé un recrutement. Parce que l'enjeu ici, ce n'est pas seulement de finir cette guerre. L'enjeu ici, c'est d'arriver à reprendre la puissance de notre pays et à être capable d'assurer la sécurité de nos 10 500 kilomètres de frontières, d'assurer la sécurité de nos ressources qui sont convoitées par plus d'un, à côté ou ailleurs. Vous voyez? Et donc ici, je reviens sur ce que je disais. La réponse que le président Tshisekedi est en train d'amener là maintenant, c'est une réponse qui peut nous conduire à trouver une solution définitive. Les uns peuvent avoir des intentions, mais si nous, parce que nous soutenons la stratégie du président Tshisekedi, nous avons monté en puissance notre armée et que notre armée peut les dissuader, ils ne s'hasarderont pas. Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'avoir accepté de répondre à notre sollicitation d'émission. Cette émission qui est réalisée, édition spéciale en direct de Bruxelles, où vous avez participé au rebranding Africa. Alors, il y a une phrase que j'ai retenue et qui a été souvent utilisée par les ministres ici. Venez investir au Congo, les défis du Congo sont les atouts des investisseurs. Ça veut dire, vous, investisseurs, venez faire ce que nous ne sommes pas en mesure de faire et gagner un argent que nous-mêmes, nous ne pourrons pas gagner? Christian Lusakwedo, je crois que dans tous les pays du monde, il y a des investisseurs étrangers. Autant, moi, je voudrais qu'on insiste sur les investisseurs nationaux aussi. Il faut regarder la dimension de notre pays. La dimension de notre pays, c'est que nous avons comme ressources
Il faut regarder le rôle central de notre pays en Afrique. Il n'y a aucun débat. Oui, mais quand on parle des défis du Congo, sans... on parle du manque d'énergie qu'on pourrait organiser nous-mêmes. On parle même plus simplement, hein, c'est beaucoup d'argent certes, de manque d'une compagnie nationale fiable. On s'en rend bien compte aujourd'hui au moment où Vous parlez de compagnie nationale. N'avez-vous pas vu que la GECAMINE, sa filiale, a produit, va exporter les premières quantités de germanium produits et financés par l'État congolais? C'est un bon début, mais est-ce que sur tout le reste, c'est vrai que les défis du Congo sont les atouts des investisseurs, c'est une belle phrase pour les attirer, mais est-ce que nous-mêmes, nous pensons aujourd'hui qu'il faille faire appel à l'international, à l'étranger, pour aménager notre quotidien? D'abord, non, attention, Monsieur Lusakwenou. Nous commençons d'abord, nous, par faire un appel aux Congolais. Et nous commençons nous-mêmes à capaciter les Congolais à donner des financements, à donner de la formation pour que le Congolais soit les premiers investisseurs de leur pays. Mais regardez tout ce que nous avons. Nous parlions des germaniums. Est-ce que nous avons localement une usine qui peut aujourd'hui faire des drones ou travailler dans la haute technologie aérospatiale? Non. C'est pour des besoins qui sont à l'étranger. Nous sommes dans un contexte, de par notre rôle de pays solution, depuis d'ailleurs des siècles, je l'ai démontré la dernière fois, c'est de dire que les Africains ont aussi leur place dans ce qui se fait au Congo. Parce que le jour où le Congo va se développer, toute l'Afrique se développera. Souvenez-vous de la phrase de Frantz Fanon qui a été rappelée. C'est pour vous dire que nous sommes venus, je pensais qu'on commencerait par là, nous sommes venus encore une fois parler du pays qui est les nôtres, pour que ces pays ne soient pas seulement vus sous les prismes qu'on lui attribue. Parce que vous savez, moi je parle beaucoup de changement de narratif, à raison, parce que le Congo est mal raconté. Jamais on ne racontera le Congo sous le prisme de M. Christian Lusakwenou, qui a bénéficié d'un prière dont les efforts ont été reconnus à travers les continents, ou encore de l'engagement, par exemple, de la première ministre Judith Suminwa. C'est lorsque nous commencerons nous-mêmes à reprendre le narratif sur notre pays que les choses vont commencer à changer. Nous avons commencé ce travail. Nous espérons que les autres Congolais nous suivront dans ce travail pour que nous puissions, nous, devenir le maître de notre histoire. Pour que, dans notre contexte, de par nos traditions, nous travaillons à rebâtir le pays qui est le nôtre. Et d'en faire le pays le plus important d'Afrique, pourquoi pas du monde. Monsieur Patrick Moulin, je rappelle que vous êtes le ministre de la Communication et de la porte-parole du gouvernement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Trick Amoudi, merci. Monsieur Lusakwenou, félicitations pour votre prix. Merci à vous.